tu ne es pas invité à l'anniversaire de papa, a dit maman. J'ai souri, annulé le voyage de 56 300 € que j'avais organisé, et lui ai envoyé les emails manquants de papa. À l'aube, mon téléphone a explosé et la vérité a détruit notre famille. Je m'appelle Noémie, j'ai 30 ans, je vis et travaille à Lille, une ville où la pluie ne semble jamais s'arrêter, mais où les gens peuvent parfois sembler encore plus froids. Chaque fois que quelqu'un me pose des questions sur ma famille, je souris faiblement, non pas parce que je n'ai pas de parents ou de frères et sœurs, mais parce que je n'ai jamais vraiment été considéré comme faisant partie de ce foyer. Ma mère, Lydie, est le genre de femme qui se présente toujours avec des cheveux impeccables, une voix douce comme du miel fondu et un amour qu'elle réserve ouvertement à son fils aîné, Étienne. Chaque fois que je les voyais rire ensemble, les mains jointes comme les meilleurs amis du monde, je me sentais comme une étrangère. Je suis la cadette, née 6 ans après Étienne, et depuis que je me souviens, ma place dans la famille a été claire, secondaire, jetable. Mon père, Jean, était le seul à s'être jamais vraiment soucié de moi, mais il était toujours trop silencieux face au favoritisme flagrant de maman. Il ne m'a jamais défendu, ne l'a jamais arrêté lorsqu'elle me rabaissait ou me critiquait. Avec le temps, j'ai appris à me taire, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que je savais que parler ne changerait rien. En 5e, j'ai remporté la 2e place à un concours de sciences du département, la seule élève de mon école à avoir remporté un prix cette année-là. Maman a à peine jeté un coup d'œil au ruban avant de demander « Alors, comment Étienne s'en est-il sorti à son bac blanc ?» Mais quand Étienne a remporté un concours de débat au niveau de l'école, elle a organisé une grande fête, invité les voisins, la famille, même son professeur. Je me souviens encore qu'on m'avait dit de faire de la limonade pour les invités pendant qu'Étienne se tenait au centre de la pièce, tenant des fleurs et se prélassant dans les louanges comme une sorte d'inspiration nationale. J'ai essayé, Dieu sait à quel point j'ai essayé. J'ai rejoint l'équipe de basket-ball, j'ai été la première de ma classe de gestion, j'ai été admise à Sciences Po avec une bourse presque complète. Quand je l'ai dit à maman, elle a soupiré et a dit « Étienne a été admis à HEC, mais Sciences Po, c'est bien ». Ce mot, bien, m'a encore une fois blessé comme un couteau. Étienne, bien sûr, n'a jamais eu à se soucier de rien. Pendant que je jonglais entre l'école et 2 emplois à temps partiel juste pour couvrir mes dépenses, il recevait une voiture neuve et de l'argent de poche mensuel viré sur son compte comme une horloge. Quand il a accidenté la voiture après une fête tardive, maman a engagé un avocat pour régler l'affaire en douceur. Quand j'ai demandé pourquoi personne ne m'avait jamais aidé comme ça, elle a simplement dit « Tu es forte, tu n'as pas besoin d'aide, tu n'en as pas besoin ». Je me suis demandé si j'étais devenue forte pour moi-même ou parce que personne ne m'avait jamais donné la permission d'être faible. J'étais exclu de tout, de la manière la plus subtile et silencieuse qui soit. Pas de grandes annonces, pas de scènes dramatiques, juste le silence chaque fois que j'essayais de parler. Ils ont organisé une fête pour le 35e anniversaire de mariage de mes parents et ne m'ont pas invité, même si je vivais à seulement 1 heure de route. Quand j'ai appelé pour demander pourquoi, maman a répondu nonchalamment « Oh, je pensais que tu étais occupé. » Étienne l'a dit. Une excuse laconique, sans culpabilité, sans surprise. Pendant des années, j'ai essayé de me convaincre que j'étais juste trop sensible, que peut-être j'imaginais des choses. Mais une enfant de 6 ans n'imagine pas sa mère organiser une fête d'anniversaire pour son frère tout en lui laissant un récipient en plastique sur le comptoir de la cuisine contenant un minuscule gâteau avec les mots « Joyeux anniversaire N » inscrits en glaçage blanc. J'ai fixé ce N pendant des heures. Pas Noémie, pas fille, juste N. Une lettre restante, une étrangère. Tout a commencé à changer au printemps, il y a 2 ans, lorsque mon père, Jean, a été soudainement hospitalisé à la suite d'une légère crise cardiaque. Le médecin a dit que si nous avions attendu quelques minutes de plus, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Je me souviens d'être debout silencieusement dans le couloir de l'hôpital, les lumières jaunes pâles projetant de longues ombres sur le mur, mon cœur glacé par une prise de conscience silencieuse, j'étais toujours terrifié à l'idée de perdre la seule personne de ma famille qui s'était jamais vraiment souciée de moi. Papa est sorti de l'hôpital après 3 jours. Il avait l'air plus mince, mais son sourire n'avait pas changé. Pendant que maman s'occupait d'envoyer des SMS à son avocat au sujet d'un nouvel investissement, c'est moi qui épluchais les fruits, gonflais les oreillers et organisais ses médicaments. Étienne n'est venu qu'une seule fois, a pris quelques photos pour Instagram et est parti. Je ne lui en voulais pas. Son apathie avait été entretenue comme un héritage familial. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une vieille lettre jaunie dans le tiroir à côté du lit d'hôpital de papa. Elle venait de mon grand-père, écrite en 1978,
décrivant les racines de la famille, un petit village du centre de l'Italie appelé Vinci. C'est là qu'il avait passé son enfance avant d'immigrer en France après la guerre. Je n'avais jamais entendu mon père mentionner cet endroit auparavant, mais quand je lui ai posé la question, ses yeux se sont illuminés comme ceux d'un garçon. Il a dit qu'il avait toujours rêvé d'y retourner, juste une fois, pour sentir les rues pavées sous ses pieds, pour respirer l'odeur du pain chaud sortant du vieux four en briques près de l'église. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise devant mon ordinateur portable, zoomant sur les cartes satellites, lisant des blogs de voyage, fouillant dans les archives de l'immigration à la Bibliothèque nationale de France, désespéré de m'assurer que Vinci était réel et toujours vivant. Le lendemain matin, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. Chaque mois, je virais 1800 € de mon salaire fixe, une somme énorme compte tenu du coût de la vie à Lille. J'ai tout coupé, plus de café à emporter, j'ai annulé mon abonnement à la salle de sport, j'ai troqué le VTC contre le bus. Mes collègues pensaient que j'économisais pour acheter une maison. Je n'ai rien dit, car mon objectif n'était pas des briques ou des murs. J'achetais quelque chose dont mon père n'avait jamais osé rêver. Près de 2 ans plus tard, le compte atteignait 53 200 €. J'avais du mal à y croire. Quand j'ai appelé la mairie de Vinci et que j'ai été mise en relation avec une femme nommée Signora Bianca, responsable du bureau local des archives, sa voix a tremblé lorsqu'elle a lu le nom de mon grand-père sur un vieil acte de naissance, Giuseppe Moretti, né en 1923. Elle m'a dit qu'un parent éloigné vivait toujours en ville, tenant une petite boutique de vin qui appartenait à la famille depuis près de 80 ans. J'ai passé 3 semaines à planifier chaque détail, une villa de location nichée dans une oliveraie près de Vinci, des vols aller-retour en classe à faire pour papa, moi-même et, à l'époque, j'imaginais tous ceux qui voudraient se joindre à nous. J'ai réservé un cours de cuisine toscane, une visite privée d'un domaine viticole avec nos parents, une petite cérémonie à l'ancienne église où mon grand-père avait été baptisé. J'ai même engagé un photographe local pour documenter tout le voyage, comme un documentaire personnel, juste pour papa. Mon père aurait 63 ans en juin prochain. Pas une étape importante comme 60 ou 70 ans, mais pour moi, après cette crise cardiaque, chaque année où il était encore là valait la peine d'être célébrée. Quand je lui ai révélé le plan, lors d'un déjeuner dans son restaurant italien préféré par un après-midi pluvieux, il est resté complètement silencieux. Je n'avais jamais vu mon père pleurer, mais ce jour-là, une seule larme a lentement coulé, et il m'a serré la main très fort. Il n'a dit que 3 mots, « Merci, ma chérie ». C'était court, mais à ce moment-là, chaque sacrifice des 2 dernières années me semblait complètement, totalement justifié. Je n'avais pas encore parlé à maman ou à Étienne, en partie parce que je voulais être sûr que tout était confirmé, et en partie parce que je ne croyais pas qu'ils s'en soucieraient vraiment. J'ai révélé le plan du voyage en Italie un soir de début mars, lors d'un rare dîner de famille avec mes 2 parents et Étienne. Nous étions assis autour d'une table dans le restaurant de grillade préféré de papa, au centre-ville de Roubaix. Quand j'ai exposé les détails au vol de Lille à Florence, une villa d'époque dans les collines du Chianti, une réunion avec nos parents italiens et un atelier de pâtes faites à la main, papa s'est illuminé comme un enfant recevant un rare ensemble Lego. Étienne a haussé un sourcil. « Waouh, tu as vraiment mis le paquet, hein ?» a-t-il dit en faisant tourner son vin d'un ton étrange. Ma mère, assise à côté de lui, a doucement hoché la tête. « Ça a l'air intéressant », a-t-elle répondu, les yeux ne quittant jamais son téléphone. Je m'étais habitué à ce genre de réaction mitigée, mais au moins, ils ne s'y sont pas opposés. Du moins, c'est ce que je pensais. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai envoyé des emails détaillés avec les options de vol et les coûts de l'hôtel prépayés. Aucune réponse de maman. Étienne a laissé un pouce levé dans le chat familial, puis s'est tu. J'ai appelé, envoyé des SMS, demandé des informations sur les besoins alimentaires d'Étienne, les préférences de matelas de maman, mais n'ai obtenu qu'une politesse froide. Rien de direct, mais assez pour me rendre méfiante. Un jeudi soir, je suis passé chez mes parents pour finaliser les détails du voyage. Les lumières du salon étaient vives. J'ai entendu des rires venant de la cuisine et j'ai deviné que papa avait raconté une de ses histoires. Mais quand je suis entré, l'atmosphère a changé. Étienne était assis avec maman, un verre de vin à la main, tous deux se taisant comme si quelqu'un avait éteint la musique. « Oh, Noémie, nous ne t'attendions pas », dit maman sèchement en posant son verre. « Je pensais que tu étais occupée à planifier ta grande aventure. » Je suis resté calme. Je dois confirmer les chiffres pour la visite du domaine viticole de Vinci. Ils ont besoin du nombre final de participants cette semaine. Maman a jeté un coup d'œil à Étienne. Il a légèrement haussé les épaules.
En fait, maman et moi pensions à une autre option. Une fête intime à la maison, pour que les amis et la famille puissent se joindre à nous. Papa aime les choses familières, tu sais. J'ai figé. Vous voulez dire que vous voulez organiser l'anniversaire de papa ici, au lieu de l'Italie? Maman a lentement hoché la tête. La Toscane a l'air charmante, mais penses-tu vraiment qu'il serait à l'aise? 12 heures de vol, le décalage horaire, une nourriture inconnue, à son âge, parfois, la simplicité est préférable. Je me suis tourné vers Étienne. Tu n'allais pas me le dire avant de faire un tout nouveau plan? Tu fais toujours les choses à ta façon, a-t-il souri narquoisement. Nous offrons juste une meilleure solution. Toute la famille est d'accord, il appréciera davantage avec tout le monde autour. Tout le monde n'a pas le temps ni l'argent pour l'Italie, Noémie. Je n'ai jamais forcé personne à y aller, dis-je, le pouce accélérant. Ce voyage est pour papa, pas pour moi. Et il a dit lui-même qu'il voulait y aller. Maman s'est levée, ajustant son cardigan. Nous n'avons encore rien dit à ton père. Alors ne transformons pas ça en dispute. Nous voulons tout ce qui est le mieux pour lui, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils avaient fait des plans dans mon dos, discrètement, délibérément, et sans moi. Le plus amer n'était pas l'opposition, c'était d'être traité comme si je n'existais pas. Après ce jour, je n'ai plus reçu de message dans le chat familial. Toute communication passait par maman et Étienne. Quand j'ai appelé papa pour lui poser des questions sur le voyage, il a juste ri et a dit « Oh, ta mère m'a dit que tu étais trop occupé par le travail pour décider. » J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Mon père, celui que je pensais toujours de mon côté, n'avait aucune idée du plan que j'avais passé 2 ans à préparer. À l'époque, je ne savais pas encore ce qu'il lui avait caché d'autre, mais une chose était claire comme de l'eau de roche, j'avais été discrètement retiré de la célébration de l'anniversaire de mon propre père. Pas d'avertissement, pas d'invitation, pas de place à la table. Samedi après-midi, je suis passé chez mes parents après avoir terminé un service de consultation matinale au bureau. Dans ma main se trouvait une boîte cadeau, un livre photo imprimé sur mesure de la région Toscane, avec des légendes que j'avais écrites moi-même, y compris des images de la villa, du domaine viticole, de la vieille église et des arrêts que mon père mentionnait lors de ses rares discussions père-fille. J'avais prévu de le lui remettre personnellement, une petite surprise pendant ces jours de plus en plus suffocants. Je n'avais pas appelé à l'avance, en partie pour préserver la surprise, et en partie parce que je croyais qu'on ne devrait pas avoir besoin de permission pour rendre visite à ses propres parents. Mais dès le début du pâté de maison, quelque chose clochait. Des voitures bordaient les deux côtés du trottoir, des noms familiers me traversant l'esprit, la voiture de tante Anne, celle de l'oncle Christophe, le couple de voisins des Martins, et ce SUV argenté que j'étais certaine appartenait aux meilleurs amis d'Étienne. Mon œil a légèrement tressailli. J'ai accéléré le pas, serrant plus fort la boîte cadeau. Alors que j'approchais de la fenêtre du salon, des rires venant de l'intérieur m'ont fait m'arrêter net. À l'intérieur se trouvait une pièce débordant de couleurs, serpentins, ballons, bougies et une grande bannière drapée sur 2 étagères, joyeux 63e anniversaire Jean. Ma mère portait sa robe vert olive, celle qu'elle disait toujours être pour les occasions vraiment spéciales. Étienne versait du vin à un groupe de parents familiers. Ma tante riait avec une jeune femme que je ne reconnaissais pas. Et au milieu de tout ça, mon père, toujours lui, m'est positionné comme une pièce maîtresse sur une scène à laquelle je n'avais jamais été invité à monter. J'ai sonné à la porte. Elle s'est ouverte après environ 7 secondes. C'était ma mère. Elle se tenait là, un verre de crémant encore à la main, ses yeux me scrutant comme si j'étais une livraison tardive. « Noémie, dit-elle, sa voix désagréablement calme, je pensais que tu étais en voyage d'affaires à Nantes. » J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Je ne suis pas à Nantes. Je suis venu souhaiter un joyeux anniversaire à papa. Elle n'a pas évité mon regard, mais elle ne m'a pas non plus invité à entrer. Ce soir, c'est quelque chose que nous avons tous décidé ensemble. Juste une petite fête, les amis proches et la famille immédiate. Nous avons convenu que ta présence n'était pas nécessaire. Je suis resté figé, la gorge brûlante. Nous. Qui exactement? Tu dramatises, dit-elle en baissant la voix. Ton père mérite une soirée paisible. Pas de drame, pas de tension. Tu comprends ça, n'est-ce pas? J'ai eu un rire sec, pas de joie. Alors vous avez planifié ça dans mon dos. Pas un seul message, même pas un appel. Nous en avons parlé, a-t-elle répondu. Ce voyage en Italie était excessif.
Ça stressait tout le monde. Personne ne voulait suivre ton itinéraire. Je choisis simplement ce qui est plus agréable pour tout le monde. Plus agréable, ai-je répété. Pour tout le monde, sauf moi. J'ai regardé par-dessus son épaule dans la pièce bondée. Les gens levaient leurs verres. Quelqu'un a éclaté de rire à une blague qu'Étienne venait de raconter, trop loin pour que je l'entende. Personne n'a levé les yeux alors que je me tenais là, sur le pas de la porte, comme une ombre sans nom. Papa sait que je n'étais pas invité, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu immédiatement. Il ne sait pas, ai-je répondu pour elle, ma voix. Il n'a aucune idée du plan sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, de la villa, de l'endroit où vivait grand-père, du domaine viticole familial, des parents italiens que j'ai finalement trouvés. Il ne le sait pas parce qu'aucun de vous ne le lui a jamais fait savoir. Ma mère m'a regardé fixement. Le sourire avait complètement disparu. Tu fais une scène, Noémie. Ce n'est pas le moment. J'ai levé la boîte. C'est le cadeau que j'ai apporté pour papa. Si tu ne me laisses pas entrer, donne-le-lui au moins pour moi. Pas besoin, dit une voix familière derrière. C'était Étienne. Il est apparu, un verre à la main, me regardant comme si je venais d'interrompre une cérémonie de remise de prix. Tu devrais y aller. Ne gâche pas la journée de papa. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et ma journée à moi. 2 ans de ma vie, de l'argent, du temps, des efforts, et je suis effacé de son anniversaire comme une étrangère. Aucun de vous ne pense qu'il y a quelque chose de mal à ça? Étienne n'a rien dit. Maman a doucement fermé la porte. Un léger clic a résonné, mais pour moi, il a rugi comme un verrou métallique se refermant. Je suis resté là 1 minute de plus, puis je me suis retourné, tenant toujours la boîte cadeau. Ma vision s'est brouillée, pas à cause du vent. Sur le chemin du retour, je n'ai pas versé une seule larme. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que la douleur avait dépassé la portée des larmes. Ce soir-là, quand je suis rentré dans mon petit appartement du Vieux-Lille, il avait déjà commencé à pleuvoir à Lille. Sur le chemin du retour, je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas pleuré non plus. Je me sentais juste vide, comme si quelqu'un avait gratté toutes les émotions de ma poitrine, ne laissant qu'un espace vide et engourdi derrière. J'ai posé la boîte cadeau sur le comptoir de la cuisine, j'ai soigneusement dénoué le ruban, je l'ai ouverte et j'ai regardé chaque page du livre photo que j'avais passé un mois entier à mettre en page. Sous la photo d'une villa en pierre baignée par le soleil de l'après-midi se trouvait la légende « J'espère que tu retrouveras quelque chose ». Dans la terre, dans le vent, dans le cœur de celui qui appartenait autrefois à cet endroit. J'ai fermé le livre doucement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à la réservation de la villa, appelée la Vigna de Pietro, et j'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». Les frais d'annulation étaient de 15%. Je les ai acceptés. Un léger, digne, a retenti lorsque la confirmation est arrivée. Je n'ai rien ressenti. Ensuite, c'était Air France. J'avais réservé des billets en classe affaires pour papa et moi, départ prévu à la mi-juin avec une escale à Paris. J'ai annulé les 2, j'ai récupéré près de 3 800 € après déduction. Puis sont venus le cours de cuisine à Florence, la visite du domaine viticole à Rieille, chez nos lointains parents en Italie, et la petite cérémonie à l'église Santa Lucia où grand-père avait été baptisé. Étape par étape, j'ai effacé chaque trace. Finalement, je me suis connecté au compte d'épargne que j'avais mis de côté juste pour ce voyage. Le solde restant était de 49 780 €. J'ai viré la totalité du montant sur mon compte personnel. Ça a pris moins de 30 secondes. En moi, il n'y avait pas de soulagement, pas d'amertume non plus, juste une sorte d'épuisement très distinct, comme quand on reste éveillé toute la nuit à s'occuper de quelqu'un de malade, pour qu'il se détourne et vous ferme la porte au nez. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un seul SMS à maman, j'ai annulé tout le plan pour l'Italie. Considérez que je n'ai jamais essayé. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui d'Étienne aussi. Tante Anne, oncle Christophe, tous ceux qui étaient à cette fête et qui n'ont pas pris ma défense. Je les ai tous supprimés. Aucune raison de les garder dans mes contacts. La seule personne que je n'ai pas bloquée, c'est papa. Mais il n'a pas appelé non plus. 3 jours ont passé. Je n'ai pas dîné, j'ai juste bu du café noir et fait les 100 pas entre le salon et le balcon. L'île continuait de pleuvoir. Le vent bruissait dans les pots de lavande dont je m'occupais autrefois avec tant de soin. Une feuille fanée est tombée sur le sol en ciment, sans faire de bruit. La 4e nuit,
j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé papa. Ça a sonné 4 fois, puis je suis tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message, « Papa, c'est moi, Noémie. Je sais que ce n'est pas toi qui as décidé tout ça, mais je me sens toujours blessé, profondément blessé. Je veux juste que tu saches que j'ai tout préparé pour toi, pas pour moi. J'ai tout annulé. Je ne sais pas si tu comprendras un jour, mais je ne peux plus continuer à faire semblant. » J'ai raccroché le téléphone, je me suis laissé glisser sur le coussin du canapé. Je suis resté immobile pendant un long moment, comme si ne pas bouger pouvait en quelque sorte arrêter le temps. Le lendemain matin, j'ai décidé de quitter la ville. Pas loin, juste un petit gîte sur l'île de Ré que j'avais loué autrefois pour écrire ma thèse de fin d'études. L'endroit n'avait pas de bon signal, seulement les vagues de l'océan, les cris des mouettes et une étagère en bois sombre qui sentait toujours le vieux papier. J'ai envoyé un SMS à mon patron pour demander 3 jours de congé, sans explication. J'ai emballé quelques vêtements, une bouteille de vin rouge italien restante de Noël et un journal aux pages blanches. Sur le ferry pour l'île, j'ai regardé le soleil pâle scintiller sur l'eau grise comme de la soie froissée. Un petit garçon se tenait à côté de sa mère, montrant chaque mouette du doigt, criant les mauvais noms, mais riant quand même. Je me suis demandé si ma mère m'avait déjà regardé comme ça. M'avait-elle jamais vraiment vu, non pas comme une version inférieure d'Étienne, mais comme moi-même? Je n'avais pas de réponse. Mais je savais une chose, cette fois, je ne reviendrai pas la même. Je ne serai pas celle qui éteindrait les incendies que je n'avais pas allumés. Je ne frapperai pas aux portes déjà verrouillées, marquées d'un panneau « Non bienvenue ». Alors que je marchais sur la passerelle en bois menant au gîte, j'ai entendu un léger carillon provenant de la poche de ma veste. Une alerte de messagerie vocale. C'était de papa. J'ai écouté. Un long soupir, puis sa voix, douce, légèrement tremblante, « Noémie, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de te voir. Il y a quelque chose que je pense que tu ne sais pas encore. » J'ai serré fort le téléphone dans ma main. J'ai réécouté le message vocal de papa 3 fois, sentant à chaque fois mes entrailles se tordre davantage. Il y a quelque chose que je pense que tu ne sais pas, cette phrase résonnait dans ma tête alors que je faisais lentement les 100 pas dans le petit gîte en bois niché parmi les pins. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le vent qui battait contre les fenêtres me semblait une poussée, un rappel de retourner affronter ce que j'avais évité depuis que cette porte d'entrée m'avait claqué au nez. Le lendemain matin, je suis retourné à l'île. En chemin, je n'ai pas appelé papa. Au lieu de cela, j'ai appelé quelqu'un que je n'aurais jamais pensé contacter, Étienne. J'ai dit une seule phrase, « Je veux la vérité ». Il a marqué une pause de quelques secondes, puis a répondu doucement, « Viens ce soir. Rebecca ne sera pas là. Nous devons parler sans que personne ne nous interrompe. » Je suis arrivé à 18h30. La maison à 2 étages d'Étienne se trouvait dans un quartier calme, un chemin de pierre menant au porche, des lumières jaunes chaudes brillant depuis le salon. Elle avait l'air beaucoup plus inoffensive que l'image que j'avais eue de lui pendant des années. Mais au moment où il a ouvert la porte, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Il m'a tendu une tasse de thé. Pas de vin, pas de politesse. Nous nous sommes assis en face l'un de l'autre sur le canapé, les lumières tamisées, seule la douce lueur du coin cuisine éclairait la pièce. J'ai entendu le message vocal de papa, « Commencez-je. » Moi aussi, dit Étienne, les yeux baissés vers le parquet. Et oui, il y a des choses que tu dois savoir. Je croisai les bras, me forçant à ne pas l'interrompre. Maman a dit à papa que tu ne voulais pas venir à l'anniversaire, dit-il sans ambages. Que tu étais trop occupé, trop contrarié par le report du voyage en Italie, alors tu avais décidé de prendre tes distances avec la famille. Elle lui a dit que tu ne répondais pas aux SMS, que tu ne décrochais pas les appels. Et il l'a cru. J'expirais, les mains froides. Il n'avait aucune idée des 2 années que j'ai passées à planifier, à contacter notre famille en Italie, rien. Étienne secoua la tête. Je lui ai fait confiance. Je t'ai vu t'éloigner du groupe de discussion, annuler des réunions, ne pas te présenter à la fête. J'ai pensé que peut-être elle avait raison, que tu étais en colère, que tu coupais les ponts. Mais ces derniers jours, quelque chose ne collait pas, je serrais la anse de la tasse de thé. Pourquoi l'as-tu cru, après tout? Parce que je l'ai toujours laissé contrôler le récit, admit Étienne. J'étais le protégé. Tu étais celle qui devait se débrouiller seule parce que tu n'avais pas maman pour te protéger. Mais ça m'a aussi rendu aveugle. Je le fixais, cherchant un sentiment précis,
mais incapable de le nommer. Finalement, j'ai demandé, comment sais-tu avec certitude qu'elle a menti? Étienne se leva, se dirigea vers son bureau. Il revint quelques minutes plus tard avec un dossier et une épaisse enveloppe. Papa a trouvé un tas de vieilles lettres et de documents dans le tiroir privé de maman, dit-il. Il y avait des emails imprimés que tu avais envoyés à toute la famille. Elle ne les a jamais transmis à papa. Il y avait un agenda où elle avait programmé la fête, et à côté, à l'encre rouge, ne pas mentionner Noémie à Jean. Raison, tension. Protéger sa santé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Étienne me tendit l'enveloppe. Ce sont des copies. Papa m'a demandé de te les donner. Il sait maintenant. Et il est furieux. Où est-il? Chez oncle Richard, son ami d'université. Il a quitté la maison après avoir confronté maman hier soir. Ma poitrine semblait vide, comme si tout ce qui s'était effondré était maintenant en train d'être reconstruit, mais avec des morceaux cassés qui ne s'emboîtaient pas tout à fait. Je suis désolé, dit Étienne doucement. Je sais que désolé ne suffit pas, mais je veux arranger les choses. Je me levai. Tu peux aider en disant à papa que je veux le voir. Aujourd'hui. Quand il sera prêt. Étienne hocha la tête. Je l'appelle tout de suite. Et Noémie, merci d'être venue. Je sortis juste au moment où le crépuscule tombait. La pluie s'était arrêtée, mais l'air portait encore le poids du froid. Mon cœur contenait 1000 questions sans réponse, mais une chose que je savais avec certitude, ma mère avait tout orchestré. Mon père a organisé une rencontre le dimanche matin, au chalet de l'oncle Richard, près du lac du Bourget, où il séjournait. Le ciel était gris, une brume planant sur l'eau, faisant écho à la lourdeur que je portais depuis des semaines. Mais quand je suis arrivé, papa se tenait sur le porche, portant cette vieille veste marron dont je me souvenais de notre premier voyage de camping père-fille quand j'avais 12 ans. Il n'avait pas changé. Toujours la seule personne à m'avoir jamais vraiment vu. Je suis sorti de la voiture, gardant mon sang-froid. Papa s'est approché et m'a doucement serré dans ses bras. Pas de mots, pas d'explication. Dans cette étreinte, j'ai réalisé que j'attendais ce moment depuis plus longtemps que je ne le pensais. Tu vas bien, demanda-t-il, sa voix, à cause du manque de sommeil. J'acquiesçai, bien que je n'en sois pas vraiment sûr. Et toi? Jamais je ne me suis senti aussi navré et lucide en même temps, soupira Théil. Nous devons parler. Mais d'abord, Étienne est en route. Je veux que nous nous asseyions tous les trois. Plus de suppositions. Je n'ai pas résisté. Il y a quelque temps, j'aurais pu, mais maintenant, la vérité devait être dite clairement, sans évasion. Quand Étienne est arrivé, l'air dans le salon en bois de pin s'est alourdi. Papa s'est assis entre nous, les mains jointes. Il fut le premier à parler. J'ai écouté ton message vocal, Noémie. Et j'ai lu tout ce qu'Étienne a apporté. Je suis désolé. Je secouai la tête, ma voix se brisant. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je ne comprends juste pas pourquoi maman ferait ça. Étienne se redressa. Elle ne te déteste pas. Mais depuis longtemps, elle est jalouse de ton lien avec papa. Tu es la seule partie de sa vie qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'étais celui qui suivait les ordres, alors je pouvais rester proche. Papa resta silencieux un moment avant de parler doucement. Ta mère m'a dit un jour qu'elle se sentait exclue, que je te donnais trop d'attention. Je pensais que ce n'était qu'une insécurité passagère. Je n'avais pas réalisé que c'était une blessure profondément enfouie. Je ne savais pas si je ressentais de la colère ou de la tristesse. Je me sentais juste vide. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi tout détruire au lieu d'avoir simplement une conversation? Parce que c'est comme ça qu'on lui a appris à survivre, répondit Étienne. Maintenir le contrôle, façonner l'histoire, manipuler les émotions. C'est comme ça qu'elle a été élevée, pour ne pas être blessée. Et en faisant ça, elle nous a tous blessés. J'ai dit, sans ciller, je ne peux pas lui pardonner. À moins qu'elle ne soit prête à y faire face. Papa hocha la tête. J'ai appelé ta mère. Elle a accepté de nous rencontrer cet après-midi, à la maison. Mais seulement si nous sommes tous les trois là. Je suis restée silencieuse dans la voiture pendant un long moment alors que nous retournions sur la route familière menant à la maison de mon enfance. La maison blanche à 3 étages est apparue, avec sa clôture peinte en bleu que j'avais autrefois escaladée pour sécher les cours de ballet. Elle n'avait jamais semblé aussi inconnue.
Maman attendait dans le salon. Elle ne s'est pas levée, n'a pas souri, a juste levé les yeux lorsque nous sommes entrés. Son regard a croisé le mien en premier, ni provocateur, ni défensif, juste quelque chose de fatigué et d'ex. Papa parla le premier. Lydie, nous ne sommes pas là pour blâmer. Nous avons besoin de la vérité. Maman resta silencieuse quelques secondes, puis me regarda directement. Noémie, j'étais jalouse de toi. J'ai menti. J'ai caché les emails. J'ai inventé l'histoire que tu avais tourné le dos à la famille, juste pour pouvoir contrôler cet anniversaire. Je restais immobile, le cœur battant, non pas sous le choc, mais parce qu'elle l'avait enfin dit. Je me sentais invisible pour ton père, continua-t-elle. Depuis ta naissance, vous partagiez un langage dont je n'ai jamais fait partie. Et j'ai eu tort de transformer ça en arme. Que comptes-tu faire maintenant, demandai-je. La question ne contenait aucune colère, juste de la clarté. Je commence une thérapie, répondit-elle. Le médecin que ton père a recommandé. J'ai pris les rendez-vous, 2 fois par semaine. Je ne sais pas ce que je peux réparer, mais je veux commencer. Aucun de nous ne dit autre chose. Nous n'en avions pas besoin. Cet après-midi-là, alors que je partais, ma mère se tenait près de la porte. Elle n'a pas supplié, ne s'est pas justifiée. Elle a simplement dit une chose, si jamais tu es prête, j'aimerais entendre parler du voyage en Italie. Même s'il n'a jamais eu lieu. Je m'arrêtai et la regardai. Il peut toujours avoir lieu. Mais cette fois, pas pour toi, pas pour la famille. Pour papa. Et pour moi. Pour la première fois de ma vie, elle n'essaya pas de répondre. Elle hocha juste la tête, un petit signe, mais réel. Le vol est parti un matin de début juillet. Mon père et moi étions assis ensemble près du hublot, sur un vol direct de Lille à Florence. Lorsque l'hôtesse de l'air a distribué des serviettes chaudes et que papa a fait tourner son épaule gauche, celle qu'il appelait toujours son souvenir de basket-ball universitaire, j'ai regardé et j'ai réalisé qu'il avait vieilli. Pas de façon drastique, mais assez pour que je comprenne que si je ne le faisais pas maintenant, il n'y aurait pas d'autre chance. L'Italie nous a accueillis avec un soleil doré et une odeur de lavande épaisse dans l'air. La villa que j'avais réservée, Casa del Vento, était située sur une colline couverte d'oliviers et de vignobles, avec des sentiers pavés de pierre et un portail en bois arqué blanchi par le soleil. La première fois que papa l'a vu, il a simplement dit « On dirait exactement cette photo de la lettre de ton grand-père de 1962 ». Il nous a fallu 3 jours pour nous adapter au décalage horaire et au rythme local, déjeuner tardif, expresso debout et conversation tenue plus avec les yeux qu'avec les mots. Chaque matin, papa et moi nous asseyions sur la véranda, sirotions du café, lisions des cartes et nous chamaillions légèrement pour savoir si nous devions commencer par le Val d'Orcia ou nous diriger directement vers Vinci. Le 5e jour, nous avons atteint Vinci, la petite ville où mon arrière-grand-père était né. L'église San Giovanni se dressait toujours, entourée des anciens cyprès qu'il avait autrefois décrits dans le carnet à l'encre violette que j'avais gardé depuis l'enfance. Martha, l'archiviste de la ville, avait nos dossiers prêts. Quand papa a tenu l'acte de naissance original de son grand-père, j'ai vu ses mains trembler. Ce n'était pas l'âge. C'était le poids de toucher quelque chose qui n'avait toujours été qu'une histoire de dîner de famille. Ce soir-là, nous avons été invités à dîner chez les Rossi, une branche éloignée de notre famille. Nous nous sommes assis sous des vignes dans leur jardin, à une longue table drapée de lin blanc, des guirlandes lumineuses chaudes brillant sur des visages à la fois étranges et étrangement familiers. Un homme nommé Pietro, à peu près de mon âge, a levé son verre de Montepulciano et a dit dans un anglais approximatif, « À ton retour, Jean. » Le sang revient à la terre. Nous sommes retournés à la villa en silence. En chemin, papa a finalement dit « Merci de ne pas avoir abandonné. Même quand tout le monde voulait que tu arrêtes. » Je n'ai rien dit. J'ai juste tenu sa main. À ce moment-là, chaque mur que ma mère avait construit pendant 3 décennies avec des reproches, des comparaisons et du silence, s'est évanoui. Notre dernier jour, nous avons suivi un cours de cuisine à Sienne. J'ai appris à faire des tagliatelles pendant que papa renversait 2 fois le pot de sel, trop distrait par la chef blonde. Elle ressemble à quelqu'un de Cinéma Paradiso, a-t-il souri comme un enfant. Nous avons ri tout le temps, non pas à cause du désordre, mais parce que nous nous sentions enfin vivants, pleinement, dans un espace où personne n'interrompait, personne ne dictait ce qui était approprié ou attendu. À notre retour en France, j'ai envoyé un album photo imprimé à ma mère. Pas de légende, pas d'explication.
Juste la preuve que le voyage avait eu lieu, même sans elle, et sans avoir besoin de sa permission. Étonnamment, elle a appelé pour la première fois depuis des mois. Sa voix n'était pas empreinte de contrôle. Elle a simplement dit « Merci d'avoir partagé. J'essaie ». Je n'ai pas répondu tout de suite, mais quelques semaines plus tard, j'ai accepté de la rencontrer dans un café près du parc. La rencontre fut brève, gênante, imparfaite, mais réelle. Elle a parlé de thérapie, de pleurer en silence, de voir sa propre enfance pour la première fois sans blâmer les autres. 1 an plus tard, nous avons célébré l'anniversaire de papa dans un petit restaurant italien à Marcq-en-Barœul. Juste 5 personnes, papa, moi, maman, Étienne et sa femme, Rebecca. Pas de bannière, pas de bruit, pas de parents obligatoires. Papa a levé son verre de Prosecco, a regardé autour de la table et a finalement posé ses yeux sur moi. Le voyage de l'année dernière a été le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Non seulement parce que je suis retourné à mes racines, mais parce que j'ai réalisé à quel point ma fille est vraiment forte, défendant ce qui est juste même lorsque le monde la repousse. J'ai souri. Maman aussi. Pas le vieux sourire crispé de Lydie la contrôleuse, mais celui d'une mère réapprenant à être simplement humaine. Ce n'était pas la fin. Rien dans cette famille ne se termine proprement. Mais au moins, à partir de ce moment-là, nous avons recommencé, avec la vérité, et avec la liberté d'être nous-mêmes. Permission de personne requise. L'histoire de Noémie est un puissant rappel que parfois, pour protéger ce qui est juste, il faut renoncer à l'illusion de la paix au sein de sa famille. Le véritable amour ne s'accompagne pas de contrôle ni de conditions. Il se manifeste par le respect et la compréhension. Dans la vraie vie, beaucoup de gens sont isolés simplement pour avoir défendu la vérité. Mais tout comme Noémie, lorsque vous restez fidèle à vos valeurs, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même, vous ouvrez la porte à la guérison, si les autres sont prêts à changer aussi. Que pensez-vous du choix de Noémie? Auriez-vous eu le même courage si vous étiez à sa place? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires de familles touchantes et de leçons de vie puissantes.